Dans l'actu crypto du jour, on va revenir sur les différents événements qui suspendent littéralement donc le cours du Bitcoin, mais également de tout le marché de la crypto-monnaie. Et on reviendra même en détail sur les différents niveaux à surveiller pour les crypto-monnaies principales. Mais c'est pas tout, parce qu'on parlera également donc de la baisse des volumes de la crypto de plus de 55% selon CoinShare, du président du Salvador qui montre un bilan plutôt positif depuis l'intégration du Bitcoin, mais également de la Corée du Sud qui lance donc un impôt sur les airdrops ainsi que toutes les actualités croustillantes de la journée. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour l'actu crypto du jour. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et activer la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune info bon plan sur la crypto. Je t'invite également à rejoindre la newsletter ainsi que les autres réseaux dans la description. Et on commence sans plus attendre par la baisse des volumes de plus de 55%. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits dérivés qui sont liés au Bitcoin, donc les ETF, ETP ou encore le GBTC de Grayscale, connaissent déjà depuis 3 semaines des résultats très négatifs. Et étant donné donc le niveau des volumes ainsi que le faible retrait hebdomadaire de la semaine dernière, ce que ça nous apprend, c'est tout simplement que les institutionnels se désintéressent pas mal de la crypto en ce moment. On compte par exemple donc 15,3 millions de dollars des fonds qui détenaient du Bitcoin, mais également 1,4 million de dollars de la part de ceux qui détenaient du Solana. Concernant l'Ethereum, on a eu par contre quelques entrées avec 2,9 millions de dollars et 2,7 millions de dollars pour les multi-actifs. Vous allez me dire que encore ça va, c'est pas trop mal, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en temps normal, on a jusqu'à 1 milliard de dollars de volume hebdomadaire. Ça fait donc une baisse de plus de 55%. Et donc clairement, selon moi, on peut expliquer ce retrait de la part des institutionnels par la peur de l'événement dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo et qui est tout simplement donc le sommet annuel de la réserve fédérale à Jackson Hole. Et étant donné qu'à l'heure actuelle, le marché de la crypto est pas mal corrélé donc au marché traditionnel, pas mal de personnes pensent que Jérôme Powell, donc le président de la Fed, va annoncer des nouvelles mesures pour réduire l'inflation. Mesures qui pourraient avoir un impact direct sur les différents fonds et également institutionnels. D'où justement leur frilosité à acheter de la crypto en ce moment. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et pour l'instant, on va parler donc de la seconde news du jour qui concerne cette fois-ci le Salvador et plus précisément donc son président Nayib Bukele. Et c'est comme ça que sur Twitter, le président du Salvador a indiqué: excellente nouvelle économique, les exportations ont augmenté de 17%. Nous sommes passés de l'importation d'énergie à l'exportation de 900 000 dollars et nous exportons maintenant 31 millions de dollars. Nous avons le taux d'inflation le plus bas d'Amérique centrale et 70 000 nouveaux emplois ont été créés. Également, le tourisme continue de se développer. En fait, depuis l'acceptation du Bitcoin au Salvador, les touristes arrivent massivement dans le pays. Et on a notamment pas mal d'Américains qui viennent voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, un pays qui accepte comme moyen de paiement légal le Bitcoin. Faut savoir qu'au Salvador, tu peux payer ton essence, ton McDonald's et à peu près tout dans le pays avec du Bitcoin. Et cette année, le Salvador, il a réussi à attirer plus de 1,1 million de visiteurs. Mais c'est pas tout, parce que le président, il a également donc indiqué dans un autre tweet, plus de nouvelles, le nombre d'entreprises exportatrices a augmenté et nos produits atteignent désormais davantage de destinations. L'agriculture s'est également développée, les exportations de café ont même augmenté de 67%, celles des céréales et de légumineuses de 61%, et celle d'agrumes de 35%. Le tourisme se développe comme jamais auparavant. Donc malgré la chute du Bitcoin et du marché de la crypto à l'heure actuelle, le Salvador semble se porter donc mieux que jamais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça pourrait également pousser d'autres pays à l'avenir à tenter de reproduire le même schéma et d'accepter également le Bitcoin comme monnaie légale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait une institution américaine, je crois que c'était le Trésor public, ou bien peut-être que c'était la Banque centrale américaine, qui avait donc exhorté le Salvador de refuser ou de retirer en tout cas le Bitcoin comme monnaie légale. À quoi avait répondu le président avec un tweet plutôt haut en couleur. Et on va maintenant parler donc du stablecoin le plus important, à savoir l'USDT, qui a sa capitalisation qui a encore augmenté cette fois-ci de 2 milliards de dollars. Et ça notamment après la fermeture de Tornado Cash et la mise en prison de son fondateur. Alors que sa capitalisation, elle baissait pas mal ces derniers temps, la tendance elle s'est inversée brutalement et elle fait que augmenter maintenant pour l'USDT. D'ailleurs, à l'instar de son concurrent l'USDC, qui enregistre lui pas mal de baisses de valeur. Et c'est après des sanctions qui ont été prononcées par les États-Unis à l'encontre de Tornado Cash. Pour rappel, l'OFAC aux États-Unis a interdit aux Américains d'utiliser la plateforme Tornado Cash et a même placé 44 adresses donc d'USD Coin, USDC et d'Ether liées à la plateforme sur une liste noire de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées.
En fait, selon l'OFAC, il y aurait des particuliers, des organisations qui auraient utilisé donc le service de Tornado Cash pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de crypto, et ça depuis 2019. Et c'est là qu'on est arrivé donc à un truc qui est plutôt inquiétant selon moi, c'est que Circle, donc les émetteurs de l'USDC, sont allés jusqu'à geler donc 44 adresses signalées par l'OFAC. C'est-à-dire que des personnes peuvent plus utiliser en fait leur USDC. Je me répète un peu, mais encore une fois pour moi c'est une très grave atteinte à la décentralisation et au cœur même de la crypto-monnaie, de l'esprit de départ du Bitcoin. D'autant que ces blocages opèrent tout simplement sur la finance décentralisée. Il faut savoir que l'USDT, mais également l'USDC ainsi que d'autres crypto-monnaies ont le pouvoir de désactiver des cryptos comme ça, même si vous les détenez en fait sur un wallet décentralisé. Ça rappelle d'ailleurs un hack qui avait eu lieu il y a quelques mois maintenant et dans lequel une personne avait dit aux hackers de faire attention à l'USDT parce que ces USDT allaient être bloqués. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été le cas. Et c'est d'ailleurs ce qui explique donc la baisse de l'USDC. Il y a eu énormément d'acteurs majeurs mais également donc d'intervenants du marché de la crypto qui ont émis des critiques envers l'USDC qui a bloqué justement les wallets. Alors que l'USDT quant à lui n'a pour l'instant pas gelé les fonds en fait des personnes qui sont sur la nouvelle liste noire. Alors n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu trouves ça normal que les détenteurs donc de l'USDC et de l'USDT soient en capacité de geler des fonds ou pas? Et on arrive maintenant à la news que vous attendiez tous donc concernant l'événement majeur qui secoue actuellement la crypto ou du moins qui maintient le Bitcoin en haleine. Et bien cet événement majeur c'est le rassemblement donc à Jackson Hole qui laisse présager l'annonce des futurs plans de la Fed en matière de lutte contre l'inflation et potentiellement donc l'augmentation du taux d'intérêt et même d'autres mesures. Comme je te l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, les investisseurs et notamment les différents fonds restent plutôt prudents cette semaine et ils attendent avec impatience donc le 25 août, date à laquelle va se tenir donc le sommet à Jackson Hole. D'ailleurs, on peut clairement voir que les marchés boursiers traditionnels, européens mais également américains, sont tous les deux dans le rouge. Et quand on connaît la corrélation qu'il y a actuellement entre le marché traditionnel et la crypto, rien d'étonnant à ce que le marché justement de la crypto soit au plus bas également actuellement. Clairement, la crainte principale, c'est que Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale américaine, ne reparte fortement sur ses positions d'augmentation des taux d'intérêt. Il avait déjà annoncé qu'ils allaient encore les augmenter, mais là, il pourrait également annoncer un plan beaucoup plus large avec une augmentation progressive. Maintenant, la question que pas mal d'entre nous se posent, c'est est-ce que le Bitcoin et les autres altcoins peuvent faire un gros retour à la hausse durant les jours ou semaines à venir? Et pour moi, clairement, c'est encore une possibilité. Déjà, on a des événements importants qui arrivent en septembre, avec notamment The Merge. Maintenant, The Merge, c'est à double tranchant, dans le sens où si jamais ça se passe mal, ce qui est une possibilité, ça pourrait faire encore plus de mal au marché de la crypto. À l'inverse, si tout se passe correctement, ça pourrait donc ramener un gros retentissement médiatique et on pourrait peut-être assister, selon moi, à une hausse qui repartirait autour des mois d'octobre. En général, le mois de septembre a tendance à être plutôt baissier. À l'heure actuelle, les niveaux importants à surveiller, celui des 21 800 $. Si jamais on s'en écarte trop et qu'on casse fortement à la baisse, le sentiment pourrait repasser pas mal baissier pour le Bitcoin à court terme et on pourrait même un peu plonger en dessous des 20 000 $. Selon Cointelegraph, on pourrait même aller chercher les 17 600 $. À côté Ethereum, on est passé sous le EMA 20 en cassant donc les 1718 $. À l'heure où je vous parle, on est à 1625 $. Et donc ça nous montre tout simplement que les traders qui avaient acheté des niveaux plus bas sont sortis de leur position. Concernant les niveaux à surveiller, il ne faudrait pas casser donc en dessous des 1500 $, auquel cas on pourrait aller chercher les 1280, voire même pour certains les 1000 $. A l'inverse, les traders qui n'ont pas acheté la SMA à 50 jours pourraient acheter massivement de l'Ethereum, ce qui pourrait repousser son cours autour des 2000 $. Et encore une fois, The Merge pourrait également avoir un impact sur le prix. Le BNB, quant à lui, doit toujours lutter avec la résistance autour des 300 $, qui pour l'instant ne veut absolument pas céder. Mais si jamais il arrivait à casser notamment la résistance autour des 338 $, on pourrait repartir fortement à la hausse et même aller flirter avec les 500 $. Le XRP quant à lui est actuellement sur une grosse résistance autour donc des 0,33 $. Et on espère à l'heure actuelle une cassure pour aller chercher donc les 0,39 $. Je rappelle également concernant XRP qui sont toujours en procès que si jamais ils gagnaient leur procès avec la SEC, il y aurait fort à parier qu'ils pourraient repartir fortement à la hausse. Côté Cardano, même s'il y a eu des mauvaises news durant les derniers jours, du côté notamment du testnet, comme je vous l'avais expliqué dans l'actu crypto d'hier, à l'heure actuelle il se situe autour donc des 0,45 $.
Et il pourrait, mais par contre, il pourrait aller chercher de la liquidité autour donc des 0,40 $ pour rebondir à la hausse. Non, côté analyse fondamentale, il va falloir qu'il règle un peu tout le foot qui est actuellement contre le projet et notamment les problèmes qui sont liés à son testnet. Côté Solana, le niveau à surveiller se place donc autour des 32 $ et si jamais on casse la résistance, on pourrait aller chercher donc les 48 $. Je rappelle également que récemment, Sam Bankman-Fried avait répondu à la question de savoir selon lui quelle crypto-monnaie était la plus sous-cotée ou avait pas mal de potentiel et il avait encore une fois répondu le Solana. Donc, encore une fois, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Voilà donc pour les niveaux à surveiller. On passe tout de suite à l'actu suivante qui concerne cette fois-ci la Corée du Sud qui va carrément prélever un impôt sur les airdrops. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un airdrop, c'est tout simplement des cryptos ou des tokens qui sont distribués gratuitement pour divers événements ou pour diverses raisons. Et le ministère donc sud-coréen a indiqué que maintenant ils allaient taxer les transferts de crypto-monnaies, les récompenses de stacking et les tokens bifurqués. Et donc tout serait assujetti à un impôt sur les dons en vertu de la loi sur les successions et les dons. Ce que ça veut dire, c'est que notamment en fait les récompenses qui étaient reçues en airdrop suite à du stacking vont être également imposées. Et ça à l'aide justement de l'imposition qui est prévue dans le pays sur les donations. Mais ils ont également indiqué que tout transfert gratuit de crypto-monnaies, donc par les exchanges, et ça sous la forme d'un airdrop, de récompenses de stacking ou même de tokens donc hard forkés, entraînerait un impôt sur les dons. Donc si jamais on a le droit à un hard fork sur l'Ethereum, les personnes qui recevront les nouveaux jetons devront également payer un impôt sur les tokens reçus. C'est plutôt inquiétant comme décision. Maintenant, on peut quand même comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se servent des airdrops ou encore du stacking afin de ne pas payer l'imposition en Corée du Sud. Mais en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas le droit au même type de système en France et en Europe. On passe maintenant à une actu plutôt choc et elle concerne donc un hack 0 day sur les distributeurs automatiques de Bitcoin de General Bytes. En fait, tout simplement, il y a eu une attaque sur les serveurs des distributeurs automatiques donc de Bitcoin et ça a permis aux pirates de prendre le contrôle administrateur par défaut pour que tous les fonds transférés sur les distributeurs soient envoyés sur leur portefeuille. Pour l'instant, ils n'ont pas révélé combien est-ce qu'il y a eu de guichets concernés ou encore combien de fonds ont été dérobés. Mais la société a conseillé donc à tous les opérateurs de mettre rapidement à jour les distributeurs automatiques. Il faut savoir que General Bytes possède quand même plus de 8827 distributeurs et ça dans plus de 120 pays. Et ils sont même allés donc jusqu'à demander à leurs clients de ne pas utiliser leurs distributeurs et ça jusqu'à ce que la mise à jour soit faite sur les distributeurs. Donc plutôt inquiétant qu'il puisse y avoir ce genre de faille. Mais bon, nous on n'a pas trop à s'inquiéter parce que les distributeurs sont pas très présents en France. Je crois d'ailleurs qu'à l'heure actuelle il y en a même plus. Il y en avait un à Paris, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu un distributeur de Bitcoin en France? Et on va maintenant faire le point concernant Tornado Cash. Il faut savoir que le développeur est toujours incarcéré. Par contre, il reçoit pas mal de soutien. Pour rappel, donc les développeurs de Tornado Cash ont été arrêtés aux Pays-Bas et ils sont accusés en fait d'avoir participé au blanchiment en proposant ce service. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont créé le service, mais c'est un service décentralisé. Donc à l'heure actuelle, ils n'ont même pas le contrôle sur le service de Tornado Cash. Il faut savoir que le fondateur Alexei Pertsev est maintenant incarcéré depuis déjà quasiment 2 semaines. Là où c'est plutôt rassurant, c'est qu'il y a eu une grosse vague d'indignation donc dans l'industrie de la crypto. Il y a même eu une pétition qui a été lancée et qui a été publiée sur Change.org. Et sur la page, on peut notamment lire donc, que les accusations contre Alexei menacent d'en finir avec l'ensemble du segment des logiciels libres. Encore une fois, ma position sur le sujet, c'est que même si ce type de service peut être utilisé par des personnes donc mal intentionnées, c'est un peu le principe de la décentralisation, que ça soit le cœur même donc du lancement du Bitcoin, ou encore du lancement de la DeFi. Et donc ce genre de service ne devrait pas être fermé et encore moins mettre donc les développeurs sous les barreaux, alors même qu'ils avaient donc aucune participation financière avec les activités illégales qui ont été faites sur leur service. Mais les autorités néerlandaises, quant à elles justifient l'action en disant que Tornado Cash tire largement profit des transactions qui visent à blanchir les fonds mal acquis. Pour l'instant, on attend donc la suite de l'enquête. Dans tous les cas, dès que j'en saurai plus, je vous ferai un nouveau récap sur cette histoire et n'hésite pas encore une fois à me donner ton avis dans les commentaires concernant justement ce manque de décentralisation. Et on passe tout de suite à un fait plutôt insolite, une plateforme de NFT s'est fait voler 800 000 $ et ça seulement 6 heures après son lancement. Donc la plateforme elle s'appelle Sudorare et c'est en fait un fork du site LuxRare. Ils avaient prévu donc tout simplement le lancement de la plateforme pour aujourd'hui, à savoir donc le 23 août, et ils proposaient même aux utilisateurs de LuxRare de déposer leur Lux sur Sudorare afin de générer donc les jetons de gouvernance qui sont propres au protocole. Mais alors voilà, seulement 6 heures après le lancement, les développeurs de la plateforme ont disparu avec la caisse.
Et donc ils sont partis avec plus de 800 000 dollars qui appartenaient aux utilisateurs de la plateforme, qui ont été en fait tout simplement rug pull par les administrateurs eux-mêmes. Et étant donné qu'ils avaient déposé donc leur token de LuxRare afin de recevoir donc, enfin du moins c'est ce qu'ils pensaient, des tokens pseudo-rares, et ben ils ont tout perdu. Et ils ont mis en même temps donc hors ligne les réseaux sociaux de pseudo-rares ainsi que le site internet. Et les fonds qui ont été volés, ils ont été déplacés rapidement sur 3 wallets différents. Donc encore une fois, les arnaques ne s'arrêtent pas, il faut toujours faire attention dans l'industrie de la crypto. On passe tout de suite à une actu concernant le mining avec une entreprise qui doit malheureusement donc fermer ses portes et notamment donc fermer ses plus de 26 000 mineurs de Bitcoin. En fait, l'entreprise avait eu de très mauvais résultats financiers et c'est à cause de la baisse du Bitcoin. Heureusement, ils ont réussi à signer un accord pour l'annulation de plus de 67,4 millions de dollars de dettes, qui viennent s'amputer donc des 127,9 millions de dollars de dettes qui ont été inscrites dans le rapport de leur entreprise. Et en échange, ils vont devoir renvoyer donc 26 200 machines du minage de Bitcoin au NYDG. Ils ont même dû vendre donc 15 000 bitcoins et 6 200 bitcoins au mois de juin et au mois de juillet. Et ça parce qu'il manquait de liquidité. Après, ça s'explique plutôt facilement. Quand le cours était à 65 000 dollars sur le bitcoin, le mining rapportait 3 fois plus que maintenant. Et ils ont eu malheureusement donc les yeux plus gros que le ventre et ils se sont trop endettés en termes de machines de mining. Et au final, ils n'arrivaient plus à payer. Heureusement qu'ils ont réussi à renvoyer donc une grosse partie des nouvelles machines dans lesquelles ils avaient investi. On arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et donne-moi ton avis dans les commentaires.